Salut coucou. Aujourd'hui on vous parle en plein milieu de la Camargue dans le restaurant La Chassagnette qui est ouvert il y a plus de 20 ans et géré par le chef Armand Arnal. Le concept est de cuisiner à partir de ce que lui propose son potager. Il a une étoile au guide Michelin et aussi une étoile verte au guide Michelin. On vous expliquera plus tard ce que c'est. Après notre première rencontre de la saison avec l'artiste cueilleuse F. Pietrowski à Nice, on reprend la route entre sœurs direction La Chassagnette. Créé par la mécène Maya Hoffman, cela fait plus de 20 ans que ce restaurant est au service de son potager, situé sur un terroir particulier qui est celui de la Camargue. Mais comment est né le projet ? Nous avons été accueillis par Louana, la chargée de communication du lieu, qui nous a raconté l'origine du projet qui a commencé indirectement grâce au père de Maya Hoffman, Luc Hoffman. C'est très impliqué dans la protection des zones humides. Okay. C'est un des cofondateurs du WWF. Okay. Ah oui. Donc voilà, donc vraiment très impliqué. Et il était venu, il était ornithologue. Il est vraiment venu vivre ici en Camargue pour étudier les zones humides, les oiseaux et les protéger. Okay. Donc Maya Hoffman a grandi ici dans la région. Plus tard, donc, elle a fondé la Luma Foundation à Zurich, donc, pour regrouper toutes ses activités de mécénat culturel. Mais ensuite, c'est allé bien au-delà de ça. Voilà, il y a la culture, donc tout ce qui est œuvre d'art, mais il y a aussi la cuisine autour de toutes les notions de partage et aussi la cuisine en termes culturels et tous les liens qui peuvent être faits. À Arles, donc ville à laquelle elle a toujours été très attachée, elle a donc fondé en lien avec Armand donc La Chassagnette en 2006 et elle a créé le Parc des Ateliers et c'est là qu'a ouvert du coup en 2021 Luma Arles, avec donc des expositions, des résidences d'artistes, des restaurants. Il y a vraiment un lien entre cuisine, art et... C'est pour ça qu'on a voulu venir ici aussi, parce qu'on s'est dit c'est parfait pour nous. Il y a l'art, la cuisine et le potager. C'est parfait, c'est vraiment le combo idéal. Direction maintenant le potager à la rencontre d'Arnaud, le chef de culture, anciennement comédien et ingénieur civil. Ce que j'aimais quand je me suis reconverti, c'était justement la découverte de toutes ces variétés, de tous les... Voilà, et quand on est maraîcher, on vit pour il faut essayer de vivre. Donc en fait, il faut sortir un maximum de légumes, il faut sortir les légumes que les gens vont acheter. Donc on sort des courgettes vertes, on sort des aubergines et chaque année on se dit mais comment faire pour en avoir un peu plus, pour pouvoir vendre un peu plus, voilà. Donc en fait ça c'était une démarche que moi je ne voulais pas suivre. La démarche que je voulais suivre c'était vraiment de chercher la qualité, le goût et toutes les variétés. Même encore ici on en fait beaucoup mais je sais qu'on peut encore faire plus et mieux. Ceci dit, après, il faut trouver les débouchés. Même en cuisine, ici, c'est bien d'avoir un million de sortes de courgettes, mais à un moment donné, il faut aussi faire des choix. Il faut aussi, voilà. En tout cas, c'était le côté créatif et le côté technique du maraîchage qui m'intéressait. Ok. Voilà, donc ici, c'était nickel. C'était super. Voilà. Je connais super bien le climat en tant que maraîcher, quand je me suis investi en tant que maraîcher. Donc c'est un grand plus quand on arrive ici avec des terres très compliquées à travailler. C'est ça, c'est particulier. Un climat très particulier. On a des légumes toute l'année, donc ça c'est chouette. Mais par contre, oui, c'est rude, quoi. Ici, c'est rude. Ça n'a pas l'air comme ça, mais il nous faut de l'eau. Ah en ce moment, ça va. Mais on se dit que même sur une terre de Camargue, tu dis qu'est-ce que tu peux faire pousser. Exactement, pas évident. Pas évident. Ici, c'est une terre de rizière, donc c'est des terres où il y a eu des débordements du Rhône, donc c'est une terre très limonneuse, très riche, mais par contre qui est très technique. Elle est technique parce qu'elle se referme sur elle-même. Comme c'est des terres qui sont riches en argile et en limon, ce sont des terres qui se referment en fait. Donc c'est-à-dire que si on les laisse à nu comme ça, les gens quand ils voient nos terres, ils font « Oh, ça c'est pas de la bonne terre », alors que c'est la meilleure terre qui soit, parce que les terres argileuses et limoneuses comme ça, elles sont très riches en nutriments. Mais si elles sont mal travaillées, ou trop travaillées, ou mal protégées, elles vont avoir tendance à se refermer. Et du coup, quand je dis se refermer, vous savez, c'est ces terres qui se craquellent. Oui. Vous voyez, ces terres toutes sèches du coup. Toutes sèches en surface, mais humides à l'intérieur. Et les plants, quand ils vont être plantés là-dedans, et au début ils vont bien se sentir, et puis après, comme ça se referme sur eux, à un moment donné, ça va se serrer. Ça se voit en fait, cette terre qui se serre. Et voilà, les plants qui vont s'étouffer, où on va avoir tendance à arroser, mais l'eau elle va pas pénétrer, elle va rester en surface, donc trop irriguée. Enfin voilà, c'est très technique. Mais c'est une très bonne terre, très riche et tout. Donc si elle est bien travaillée et bien amendée, et couverte, c'est pour ça que nous, ici c'est un exemple type, on couvre beaucoup les sols. Donc ça c'est
c'est la clé. C'est-à-dire que ce soit par un engrais vert ou que ce soit juste avec du broyat ou avec voilà, mais en tout cas couverte jamais à nu comme ça. Une terre à nu, la terre c'est du minéral. Donc un minéral où il se passe rien, elle a beau se reposer, il se passe rien, quoi. Donc voilà. Donc il faut du végétal pour pouvoir justement transformer ce minéral et le transformer dans la plante pour après retourner au sol. Voilà. Et ça se passe quelque chose, parce que la plante, elle va capter quelque chose du soleil. Le sol, il ne capte rien. Ça fait 1 an et demi que je suis là. Ok. Ça fait seulement 1 an et demi, je suis arrivé en septembre dernier. D'accord. Donc j'ai découvert aussi tout ce jardin, toute sa diversité, parce qu'il est vraiment, vraiment très grand. Et toute cette complexité justement qui est super intéressante ici, c'est le lien en fait avec la cuisine et le restaurant. La cuisine et le jardin, on est vraiment sur des rythmes totalement différents, que ce soit sur la saison ou que ce soit même quotidien. Ouais. Parce qu'eux, ils sont toujours en sprint, en rush, et nous, on est sur l'endurance, quoi. C'est vraiment, moi, quand je prévois mes plannings et tout, là, ce que je plante, je les plante déjà pour septembre-octobre, voire pour cet hiver. Voilà, donc en fait, on n'est carrément pas du tout dans les mêmes besoins. Et pourtant, il faut qu'on travaille ensemble et il faut essayer que le jour J, quand ils en ont besoin, on est suffisamment, voilà, et qu'on soit en relation et vraiment plus proche. Voilà, et c'est vraiment pas évident. Des métiers pas évidents, mais réalisés par des passionnés qui arrivent à inventer ensemble dans un lieu où l'art et la créativité sont omniprésents. À présent, on est dans la serre du restaurant La Chassagnette où on va rencontrer Daniel qui va nous faire un petit tour de toutes ces choses qui sont là. Et déjà, on l'a croisé un petit peu avant et ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, c'est à la fois un lieu d'expérimentation où elle ramène plein de choses d'un peu partout dans le monde. Elle a été formée à La Réunion et il y a plein de plantes un peu tropicales, des super aliments. On a déjà commencé à mettre un peu les mains et sentir plein d'odeurs différentes, du fruit de la passion, du camembert sur une feuille, assez impressionnant. On vous en dit plus tard. Je m'appelle Danielle et je suis à la Chassagnette, c'est mon 5e année. Ok. Comment t'es arrivée ici? Je suis arrivée par hasard. En fait, j'ai rencontré l'ancien directeur du jardin et il venait de récupérer la serre. Ils n'avaient pas trop de projets pour ça. Et moi, je venais de rentrer de la Réunion. C'est là-bas que j'ai fait mes études agricoles. Et j'ai cherché un endroit où je pouvais installer mon jardin comestible et faire un jardin où les gens ils pouvaient visiter et tout. Donc, ils considéraient que le projet rentrait bien avec leur projet et ils m'ont demandé de faire un projet avec la serre. Et justement, l'idée, c'était de faire une serre tropicale, mais qu'avec les produits avec les plantes comestibles. Quand je suis arrivée là et j'ai vu les températures et comment ça se passait, je me suis dit, waouh, il y a vraiment quelque chose à faire, mais il faut dompter le soleil et le mistral. Tu as aussi des demandes des cuisines, c'est toi qui vas leur dire, là, moi, j'ai réussi à cultiver ça. Faites des tests en cuisine, comment ça se passe? Oui, bah, c'est moi en première parce que c'est eux, ils ne connaissent pas mon métier, moi, je ne connais pas nécessairement le leur. Donc, ils n'ont pas non plus le temps de faire cette recherche-là. Donc, je fais des recherches par rapport à justement l'intérêt pour la cuisine. Après, quand j'ai réussi à le cultiver, je les fais goûter. Et s'ils aiment bien et trouvent ça intéressant, je le mets en production pour l'année après. La plante la plus surprenante, c'est la plante fromage. La plante fromage? Oui, Pederia, ça s'appelle, Okay. mais c'est un goût, je sens l'odeur, c'est un goût de camembert de 6 mois. C'est fou. Oui, c'est fou. Et en fait, ça a les mêmes molécules que le lait caillé. Okay. Et c'est très bon pour l'estomac, la digestion et tout ça. J'ai commencé dans la serre et j'ai mis dehors, ça pousse très bien. Et maintenant, c'est vrai, au début, au restaurant, ils n'étaient pas sûrs et tout, que c'est fort. Mais maintenant, quand ils ont besoin de mettre du fromage quelque part, ils mettent une feuille de ça. Et avec le temps, je découvre aussi des super aliments. Ouais. Alors, on parle beaucoup de super aliments, mais ça, c'est un épinard de longévité qui vient d'Okinawa au Japon. Et c'est vraiment un superfood. Il a énormément de valeurs nutritionnelles et médicinales. Et en fait, il a commencé, j'ai trouvé un tout petit pouce comme ça il y a 2 ans. Et maintenant, ça nourrit tout le monde, il y en a partout. Et c'est génial, c'est une plante qu'on peut même avoir chez nous en pot et juste manger les feuilles crues. Et comme je disais, ça vient d'Okinawa où les gens y vivent le plus longtemps. Et en fait, c'est grâce à tous ces plantes, tous ces végétaux qui mangent, qui sont très intéressants. Là-bas, il y a une herbe de l'immortalité. Là, c'est l'épinard de longévité. C'est rigolo. Quand tu frottes sur tes doigts, c'est un peu la même
odeur que les haricots quand tu les coupes. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Les fèves un peu. Ouais. Ouais. Quand t'écosses ces trucs. Mais vous pouvez les manger, il n'y a pas de danger. Bah voilà. Je pensais un jour de gagner de vie, du coup, en mangeant C'est une ça. feuille. Quand je fais le tour avec les gens, je leur dis que j'ai 80 ans. Là, vraiment, non, ouais. Et puis grâce à de mes longévité. Pour moi, c'est intéressant de produire des super aliments quand on commence à ne pas être intéressant. Le moringa bio de la Camargue, c'est quand même plus intéressant du moringa qui vient de je ne sais pas où, qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Bien sûr. Donc voilà, c'est ça. Oui, qui surtout que ça veut dire que m'intéresse. ça devient accessible à tout le monde. Oui. Tu oui. peux le cultiver toi-même et C'est ça. profiter des bienfaits Ouais. directement. Très souvent, je donne les graines aux clients, que c'est là, je trouve où et tout ça. Ils viennent avant ou après le repas? Avant. Génial. ouais. Donc comme ça, il y a la mise en bouche. Voilà. Et après, quand ils dégustent, C'est ils se ça. disent « Ah, mais oui, c'est Oui. ça ». C'est vachement important déjà de transmettre aux clients et aussi de transmettre aux gens qui sont passionnés, qui cherchent à apprendre, parce que c'est comme ça, moi, j'ai appris. Donc, pour moi, la transmission, c'est aussi important que le reste. Si c'est pour rester là dans ta bulle avec tes plantes, c'est pas vraiment intéressant. Je ne vais pas être là tout le temps, donc à un moment, il va falloir passer la main. Hein. Mais si, t'as les plantes d'immortelles. Oui, c'est Et ça. tes super C'est aliments. vrai, et j'ai 80 ans. Et voilà, et t'as 80 ans, donc t'as encore une... Encore une centaine d'années. Bah alors, oui, pour moi. facile. Oh, waouh. Ah, ça, c'est le tagette luminaire, c'est un goût de fruit de passion. Ça, c'est une plante, oui. Moi, je trouve ça... Alors moi, à chaque fois, Eva, elle est ingénieure agronome. Ouais, voilà. Et moi, pas du tout. Hein. Moi, j'ai travaillé dans le milieu culturel. Hein? Et du coup, à chaque fois, ça me fascine que juste tu passes ta main Oui. comme ça. Et là, C'est ça. effectivement, j'ai de la fruit de la passion. Et ça, c'est peu de génial mangue. parce que des fois, quand on infuse, ça change le goût. Mais ça a exactement le goût de l'odeur, c'est fruit de C'est passion. incroyable. Ouais. J'ai déjà mangé avec du poulet, on peut l'utiliser pour pas mal de choses. Ça ne vous donne pas envie d'en découvrir davantage sur toutes ces plantes? Nous, oui. Donc, on vous partage une dernière anecdote pour la route. J'adore. Là, c'est les artichauts en fleurs, ça y est, Ouais. c'est la saison. Oui, et même la fleur, on sèche le partie mauve de la fleur Ouais. et ça fait cailler le lait. Ah bon? Donc on peut faire du fromage, c'est un ami marocain qui m'a expliqué ça. Et tu mets dans le lait, et tu laisses quelques jours et ça fait cailler le lait et on peut faire le fromage et les yaourts avec ça. On a donc visité avec Daniel cette incroyable serre qui a été blanchie. C'est-à-dire que pour couvrir un peu le soleil, ils ont mis un peu d'argile blanche dessus, ce qui permet de faire diminuer un peu les températures. Elle nous expliquait qu'il pouvait faire jusqu'à 45 degrés à l'extérieur, donc imaginez dans la serre. En tout cas, c'était génial et c'est la fin de tournage pour cette première journée avant de reprendre demain matin dès 7h pour la cueillette. Après une bonne nuit de sommeil, levé 6h du matin en pleine forme, Ça s'ambiance dès 7h du matin dans la serre. et on a traversé des rizières en pleine Camargue au lever du soleil, c'était trop beau. Et là, on est en train de parcourir un peu le potager pour aller voir chaque personne qui fait sa cueillette. Il y a un homme qui a commencé à faire une cueillette ici. On a été voir Daniel aussi dans les serres. Et là, on va à la rencontre de Françoise pour faire la cueillette des fleurs comestibles. Le paysage est trop beau. Ça motive pour la cueillette. Si on trouve Françoise. Françoise? Françoise. Ça y est, nous avons trouvé Françoise, la responsable des fleurs comestibles et d'ornementation pour le restaurant. Elle travaille dans le jardin depuis 19 ans. Quasi 20 ans. Donc tu es ouais, une fleur parmi les fleurs. Oh, merci. Le cosmos, c'est quand même la fleur emblématique de la chassagnette. On a toujours fait. Moi, je trouve que c'est une très jolie fleur. Dans les cosmos sulfureux, il y a beaucoup en fait, de couleurs. Mais tu sais, c'est l'impression d'avoir pris un pinceau et de te dire alors c'est parti, on peint la fleur. Après avoir passé une heure avec Françoise à cueillir plein de fleurs différentes, on part maintenant en cuisine parce qu'il est 9h, les fleurs sont parties dans la brouette et nous, on part à pied en cuisine pour retrouver le chef Armand Arnal et toute son équipe. Comme je vous avais parlé, c'est un peu le jardin qui décide de ce qu'on va cuisiner, puisque regardez, il y a des choses magnifiques qui arrivent, comme l'Aura Santa, et qui va nous permettre un peu de travailler tout ça, les papayes. Donc je peux vous amener un peu plus Ouais, vas-y, amène, on va passer tout ça.
on a un planning des cultures qui se fait à l'année, puis après au mois, puis après on travaille à la semaine, et puis après en fonction de ce qui arrive et ce qui repart, on est plus ou moins dépendant de ce que nous propose le jardin. Donc on est toujours dans des situations de changement et d'évolution par rapport à ça. Ça, t'adaptes ton menu quasi chaque jour, Exactement. selon ce qui arrive de ton jardin. Exactement. On a chaque fois 1, 2, 3 légumes, en tout cas là, 2 légumes, un fruit et une plante mis en valeur qui explique un petit peu l'histoire et comment ça pousse dans le jardin et comment ça se passe dans la cuisine. Manato, tu passes les papayes vertes. C'était ma première place de chef. Et à 29 ans, c'est ça un peu plus jeune encore. Un peu plus jeune encore. À 26 ans. Et ce qui m'a plu, en fait, moi je suis arrivé avec le tableau des cultures classiques. Qu'est-ce qui pousse en avril? Donc je suis arrivé, j'avais un tableau de culture. Je suis allé voir le chef jardinier de l'époque. Je lui ai dit, voilà, donc c'est super, bonjour. On est en avril, on va avoir des petits pois, des asperges, des navets. Et il m'a dit, ah non, c'est pas comme ça que ça se passe ici. Ici, on attend le produit. Et le jardin dicte un petit peu la culture. Et en fait, comme c'était ma première place, ça m'est allé très bien. Donc je me suis mis tout de suite au niveau du jardin et j'ai attendu que les produits sortent. Donc ça a nécessité une dynamique très forte sur la production, sur qu'est-ce qu'on voulait faire. Ça oblige à être créatif. Alors, bien sûr qu'on a des choses qui reviennent à la carte, puisqu'on ne peut pas non plus être tout le temps dans la création. Mais moi, je pars du principe qu'on n'a jamais le même produit. Donc, de toute façon, si c'est le même intitulé de recette, j'ai plutôt envie de parler d'intitulé de recette que de recette, il y aura toujours une modification parce que le temps a changé, parce que la façon d'avoir planté a changé, parce que les personnes qui ont planté ont changé, n'ont pas été les mêmes. Donc, chaque fois, il y a une différence. Il y a une différence, ouais. Ce qui fait que tu t'ennuies pas. On s'ennuie jamais. C'est ça. C'est chouette. Il y a un menu qui défile, donc il y a un menu entièrement végétal, un menu avec du poisson et de la viande. Et donc les équipes se partagent les préparations du menu. D'accord. Et du coup, le matin, ça se passe comment? Ça se passe comme ça. Comme ça. Du coup, après, toi, tu fais le tour. Moi, après, je fais le tour, je regarde avec eux, je modifie s'il y a besoin. On essaie toujours, en même temps que de la production, de garder une partie de créativité et d'essai. Comme ça permet aux équipes de rester attentifs à ce qui se passe. Voilà. D'où le côté créativité avec le jus de tomate. Voilà, exactement. C'est pas mal, hein? C'est Pierre Hermé qui m'a fait prendre conscience de l'importance de la mémoire du goût. Donc grâce à lui, j'ai pu travailler sur cette mémoire et mettre cette mémoire en place et pouvoir définir et pouvoir ranger avec la mémoire et avec le fait de goûter les choses constamment, me définir ma propre identité de goût par rapport à ce travail-là. On a vu qu'il y avait une étoile verte. Oui. L'étoile verte, c'est à la fois dans le sourcing de tes produits, ouais, mais aussi dans toute l'éco-conception, l'utilisation d'énergie. Alors je ne sais pas s'ils l'ont pris en compte, en tout cas dans la remise de cette étoile verte, mais nous on fait les choses parce qu'on pense qu'il y a du bon sens, on ne fait pas les choses pour communiquer et faire du greenwashing. Voilà. Donc ça fait 10 ans qu'on fait de la cuisine libre de gluten. Ça fait plus de 10 ans qu'on a eu cette réflexion écologique. Ça fait bientôt plus de 20 ans, puisque même avant moi ça avait commencé, qu'on a mis une cuisine au service du jardin. Donc voilà, dire qu'on est les premiers, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que y ait des gens qui sont venus ici, qui ont eu envie de s'inspirer et de faire quelque chose avec ça. Voilà. En tout cas, voilà, aujourd'hui, on a ce savoir-faire et cette façon de vivre et de faire les choses. Et ça, c'est le travail incroyable qu'on a pu faire avec Maya Hoffman, qui est quand même la propriétaire et qui a eu cette vision dès le départ. Donc dès 2000, elle a eu cette vision de ce potager avec un restaurant. Et on a échangé en 2006 quand je l'ai rencontré. Et moi, c'est un projet qui m'a plu. Donc j'ai voulu vraiment pousser ce projet-là et pas me mettre en avant devant le projet. Et après, on a travaillé ensemble et on travaille encore ensemble sur plein de projets. Mais on essaye aujourd'hui,
avec toute l'évolution que Maya et que le projet Luma, en fait. C'est un grand projet. On essaye d'avoir, en tout cas, des lieux pluridisciplinaires et de pouvoir mélanger les arts et aussi l'artisanat, puisqu'il y a l'atelier Luma au parc des ateliers qui travaille avec les éléments et les matières qu'on trouve en Camargue. Donc on a ce lien très commun avec eux, on transforme de la matière camarguaise aussi. Et on essaye maintenant que toutes les choses sont en place, de réunir un petit peu les différents arts et les différents, faire venir des artistes, échanger avec eux, comme on fait venir aussi des chefs ici. Donc on essaye d'avoir cette réflexion globale sur comment dans un territoire on peut, à travers l'art, à travers les différentes cultures, amener une façon de penser un peu différente. Et à la fois faire venir des gens du monde entier et à la fois nourrir le territoire. Et maintenant, il nous sort de cuisine tout juste, ça a l'air délicieux. Et donc, comme on est gourmande, on passe à table et sur la terrasse. Ça y est, le nouveau plat est arrivé et ce sont des fleurs de courgettes. Et en fait, c'est l'intégralité de la courgette qu'il y a dans l'assiette. Donc il y a à la fois la fleur de courgette qui est légèrement snackée. À l'intérieur, il y a une purée de pâtisson avec de la menthe. Et à côté, il y a de la purée du coup de courgettes jaunes et vertes avec une émulsion à la moutarde. On continue notre découverte avec du cru et de la betterave et assorti, parce que toujours on a découvert avec Nicolas tout à l'heure l'assortiment jus et là c'est du kéfir maison avec une petite touche de sirop de betterave. Moi par exemple j'ai longtemps eu beaucoup de problèmes avec la betterave. Ouais. Et en fait, ici, il y a des gens qui disent « Ah, il y a de la betterave, est-ce que je peux changer ?» tout ça. Et puis parfois, ils font l'effort d'être curieux, un peu aventurier. Et en fait, ils finissent le plat et disent « Mais j'ai redécouvert la betterave, ça peut être un autre légume. » Bienvenue à la Chassagnette. Je m'appelle Nicolas et je suis le chef sommelier de la Chassagnette. Ça fait 3 ans maintenant que je suis arrivé. J'ai pris le poste de direction de la sommellerie cette année. De nouveaux projets, et puis on essaye surtout de continuer avec ce qu'on fait depuis 20 ans. La sommellerie à la Chassagnette, c'est particulier parce que c'est une maison qui est ouverte depuis 20 ans. Donc quand on arrive ici, il y a déjà l'héritage de 20 ans de sommellerie, 20 ans de sélection de vins, de travail avec des vignerons. Certains qui sont assez fidèles, ça marche dans les deux sens. Et puis il y a toujours de la place pour de nouvelles rencontres. On a à peu près 450 références et qui sont un peu en perpétuelle évolution. Il y en a qu'on garde, il y en a qu'on aime bien cacher un peu pour les laisser vieillir. L'idée, c'est de proposer des vins qui soient prêts à être dégustés. Et puis on a la chance d'avoir un peu de place pour les stocker, donc on en profite. Deuxième particularité à la Chassagnette, comme vous l'avez vu, c'est qu'on a 4 hectares de potager. Donc on en profite. La cuisine évidemment, mais nous aussi. Toujours dans la même philosophie que la cuisine, finalement, optimiser nos ressources, essayer de penser un peu plus loin que la restauration traditionnelle, parce qu'on a cette chance d'avoir un environnement assez particulier. Et dans l'optimisation des ressources, ça va avec comment optimiser les récoltes. Parce qu'en fait, typiquement, les fraises, on va les attendre, il y en a 2-3, et puis d'un coup, on a une avalanche de fraises, on ne sait plus quoi en faire. Donc ça, c'est un bon exemple. Et donc nous, on va, avec les fraises qui ne sont pas forcément les plus jolies, mais on va peut-être pas les mettre sur les assiettes, mais par contre elles sont pleines de soleil, pleines de saveurs, donc nous on va en faire un sirop par exemple. On en fait aussi des purées, parfois on associe ça avec du champagne, donc ça nous laisse une belle cour de récré justement pour créer. Belle cour de création. Il y a création dans la création. Le travail en cuisine, personne ne le questionne, on arrive sur des saveurs assez précises, des plats très travaillés, et c'est dommage finalement si on n'a pas envie de boire de vin, surtout avec les chaleurs qu'on connaît, de se contenter d'un verre d'eau ou de quelque chose d'assez simple. Donc c'est pour ça que la sommellerie, je pense qu'il y a beaucoup de frustration aujourd'hui, parfois pour
pour des contraintes qui sont réelles, hein, mais de se concentrer trop sur le vin et de pas penser finalement à toute l'autre partie qui est un monde fantastique d'ailleurs. Et donc en fait, comme je vous ai dit, là, c'est un peu un travail de cuisinier parce qu'on est amené à travailler avec des machines bizarres, on doit se renseigner avec la gestion du sucre, de la chaleur, les fermentations, tout ça c'est des choses que nous, à l'école de sommellerie, on apprend mais de loin en théorie avec le vin. Mais quand vous faites par exemple un vin de rhubarbe, Qu'est-ce que c'est un vin de juste rhubarbe? ici, donc belle couleur n'est-ce pas? Ah ouais. Et donc là on est on a cette liberté de proposer pas mal de choses expérimentales. Et donc voilà, on se renseigne, on regarde sur internet, on parle un peu aussi avec les jardiniers évidemment parce qu'ils ont une très très belle culture là-dessus. C'est eux qui peuvent vous dire quand est-ce que ça peut être plus intéressant du coup pour un jus, pour un sirop, est-ce que ça peut être bien de torréfier, parce qu'en fait il y a plein d'outils qu'on découvre et qui permettent de vraiment changer les saveurs, les couleurs aussi. Après ce repas délicieux, que tu veux nous raconter un petit peu? En 2 mots quand même, parce que c'était absolument délicieux, c'était raffiné. On sent tout le jardin dans l'assiette, dans tous les plats qu'on nous a servis. On sentait le basilic, on sentait la menthe. On revoyait vraiment tout ce qu'on avait vu pendant 48 heures. C'est extrêmement bon. On ne peut que vous recommander de venir à la Chassagnette si vous êtes de passage dans cette région et en Camargue. Il est temps pour nous de reprendre la route et de continuer à découvrir ces beaux paysages de Camargue. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Saperli Poulette. Et pour embarquer avec nous avec encore plus d'immersion, rejoignez-nous sur notre page Instagram Saperli Poulette.